Quelles sont les contributions relatives des différents groupes sociaux? Et pourquoi est-ce que les milliardaires payent si peu? Et puis surtout, j'aimerais vous expliquer, vous convaincre que cette grande évasion, ce n'est pas une loi de la nature. Les milliardaires ne sont pas intouchables. Ils ne vivent pas en dehors de la société. Et la loi, elle peut, et bien sûr, elle doit s'appliquer de la même façon aux personnes les plus riches comme aux autres catégories sociales. Et donc, il existe des solutions. On peut mettre en œuvre ici et maintenant pour corriger cette anomalie, mettre en conformité nos lois fiscales avec nos principes d'égalité fondamentaux. C'est de ça dont on va parler. Et avant tout, les connaissances, les travaux de recherche. Alors, si on commence par dresser un tableau d'ensemble de la fiscalité en France, commençons d'abord par une question toute simple, qui est la question de que paye le Français moyen en prélèvement obligatoire, en impôts et cotisations sociales. Évidemment, il y a plein d'impôts. Il y a la TVA, il y a l'impôt sur le revenu, il y a la taxe foncière, il y a les cotisations sociales. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires. C'est-à-dire, c'est ce que la puissance publique vient prélever, que vous le vouliez ou non, pour financer nos services publics, notre système de retraite, l'action en commun, finalement. L'impôt, c'est ça qui permet de faire société. Il n'y a pas de société possible sans prélèvement obligatoire. Donc, si on prend d'abord l'ensemble du revenu des Français, les Français, dans leur ensemble, ils touchent à peu près 2500 milliards d'euros de revenus, ce qu'on appelle le revenu national. Ça, c'est l'ensemble des salaires, des loyers, des intérêts, des bénéfices d'entreprise, etc., qui sont touchés par les Français dans leur totalité. C'est la notion la plus complète de revenus qui puisse exister, assez proche de ce qu'on appelle le PIB. D'accord, 2500 milliards. Sur ces 2500 milliards, la puissance publique en France prélève un peu plus que 1250 milliards en prélèvement obligatoire de tout type. D'accord? Donc ça correspond à un taux de prélèvement obligatoire pour le pays dans son ensemble de 51% du revenu national. Et donc c'est ce que paye le Français moyen. Le Français moyen paye 51% de son revenu en impôts et cotisations sociales tout compte. Il y a d'autres pays dans lesquels les prélèvements obligatoires sont à peu près de même ampleur. Ça va être les pays scandinaves, la Suède, la Norvège, le Danemark, la Finlande. Enfin, dans l'ensemble, on est dans le haut du classement. Et de mon point de vue, il faut s'en réjouir. Des fois, on entend le discours, là, sur le taux de prélèvement obligatoire, pour trop élevé, qui étouffe la croissance, l'innovation. Non, pas du tout, parce que ces prélèvements obligatoires, qu'est-ce qu'ils permettent? Ils permettent d'investir dans ce qui constitue le véritable cœur de la croissance et du développement économique, c'est-à-dire l'éducation pour tous, la santé, les infrastructures, les services publics, qui ont été au cœur de l'explosion de la productivité depuis un siècle. Donc, de mon point de vue, ce taux de prélèvement obligatoire élevé, il faut s'en réjouir. Tout prouve, tout tend à démontrer qu'il joue un rôle très important, non seulement dans les progrès vers plus d'égalité, les progrès vers plus de démocratie, mais aussi les progrès vers plus de productivité et plus de prospérité. Et voilà, la contrepartie de ça, c'est que le français moyen est relativement lourdement imposé. Maintenant, on peut faire ce calcul, le même que je viens de vous décrire, pour les différentes catégories sociales, c'est-à-dire diviser les prélèvements obligatoires, au numérateur, par l'ensemble des revenus, au dénominateur. Donc on va diviser la population en trois grandes classes sociales. Alors les classes populaires, définies comme les 50% des Français avec les revenus les plus faibles. Donc c'est à peu près 25 millions d'adultes. Pour les classes populaires, le taux de prélèvement obligatoire, d'après les chiffres officiels de l'INSEE, qui publie ces statistiques dites de comptabilité nationale distribuée depuis 2019, grand progrès de la statistique publique, le taux de prélèvement obligatoire pour les classes populaires, c'est 45% du revenu. Les classes populaires, elles payent beaucoup de TVA, plus généralement d'impôts sur la consommation, ça peut être sur les carburants, elles payent la CSG, CRDS, c'est-à-dire c'est l'impôt sur le revenu qui est prélevé à la source dès le premier euro de salaire gagné au SMIC. Boum, il y a 10% qui sont prélevés à la source, des cotisations sociales, etc. Donc ça représente à peu près 45% de leur revenu. Puis après, les classes moyennes,
qu'on va définir comme les 40% suivants, c'est-à-dire les Français entre la médiane et les 10% les plus riches. Pour ces classes moyennes, le taux de prélèvement obligatoire, toujours d'après les chiffres officiels de l'INSEE, est d'environ 50%, comme le français moyen. Et puis après, vous avez des classes aisées, les 10% les plus riches, à l'exception des milliardaires, je vais y revenir bien sûr, les 10% les plus riches, à l'exception des ultra-riches, pour eux, le taux de prélèvement obligatoire augmente un petit peu à peu près 52-53% du revenu. Hein, c'est là où l'impôt sur le revenu monte en puissance, puis il y a l'impôt sur les sociétés aussi, qu'on peut considérer comme étant payé par les actionnaires des entreprises en question. Donc, dans l'ensemble, le système fiscal français, il apparaît très légèrement progressif, au sens où le taux effectif de prélèvement obligatoire augmente un tout petit peu avec le revenu, mais vraiment très faiblement. Toutes les grandes catégories sociales sont peu ou prou autour de la moyenne de 50%. Parfois un peu en dessous, parfois un peu au-dessus. Mais la statistique publique a un point aveugle. Les statistiques de l'INSEE, de façon générale, sont de grande qualité. Notre institut de la statistique publique, très bons chiffres, très complets de comptabilité nationale, enquêtes de grande qualité auprès des ménages, mais aussi des statistiques fiscales dans l'ensemble de bonne qualité, mais qui ont un point aveugle, qui est les ultra-riches. Il n'y a pas de données officielles sur le montant des fortunes possédées par les milliardaires, les revenus dont ces personnes bénéficient et les impôts dont ils s'acquittent. Et comme je vous l'ai dit, cette opacité, elle a commencé à se dissiper grâce à un travail universitaire. Avec mon collègue Emmanuel Saez, aux États-Unis, on a fait la première étude en 2019 sur les impôts payés par les milliardaires américains. Avec des données qui étaient limitées, même si les résultats ont été confirmés par la suite, on avait montré qu'ils payaient relativement peu d'impôts, je vais y revenir. Et ce qui était important dans cette étude, c'est surtout que ça a encouragé d'autres chercheurs à faire la même chose dans différents pays. Donc il y a des équipes de chercheurs en France, ça a été mes collègues de l'Institut des politiques publiques, ou au Brésil, en Italie, en Suède, en Norvège, etc. Ils se sont dit, ok, on va faire la même chose, on va essayer de calculer les impôts des milliardaires. Et en France, voilà ce que mes collègues ont trouvé. Ils ont trouvé que les milliardaires, tout prélèvement compris, payent 25% de leurs revenus en impôts. C'est-à-dire 2 fois moins que le français moyen. Je veux que tout le monde comprenne. Ce que ça veut dire, c'est que pour le français moyen, sur 1 euro de revenu gagné, en moyenne, il y a 51 centimes qui vont aller à la puissance publique. Pour les milliardaires, en moyenne, dans leur ensemble, pour 1 euro gagné, il y a seulement 25 centimes qui vont aller à la puissance publique. Et là, il y a une anomalie. Et plus que ça, il y a véritablement une injustice. Puisque cette anomalie, elle constitue une violation du principe fondamental d'égalité devant l'impôt, qui en France est un principe constitutionnel. Parce que la Constitution de la Ve République, elle ne dit qu'une seule chose en matière fiscale, elle dit la chose suivante, elle reprend dans son préambule la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui dans son article 13 pose le principe d'égalité devant les charges communes. Principe dont le Conseil constitutionnel lui-même a interprété, dans son interprétation la plus minimaliste, comme signifiant que l'impôt ne doit pas pouvoir être régressif, c'est-à-dire que les personnes les plus fortunées ne devraient pas pouvoir payer moins en proportion de leurs revenus que les gens moins riches qu'elles. Or, ce que les études récentes ont démontré, c'est précisément qu'on est dans cette situation. Nos lois fiscales ne respectent pas notre principe constitutionnel fondamental d'égalité devant l'impôt. Là, il y a quelque chose que personne ne devrait pouvoir accepter, et je pense que personne n'accepte. Une anomalie qu'il faut corriger. On va parler des façons possibles de corriger, mais d'abord, je veux que tout le monde comprenne d'où ça vient. 51% pour le français moyen, tout le monde a compris, 25% pour les milliardaires, comment ça se fait? Comment ça se fait qu'ils payent si peu? Essayons de décomposer ce chiffre de 25%. Commençons d'abord par les impôts personnels dont les milliardaires s'acquittent. C'est-à-dire l'impôt sur le revenu, la CSG, l'impôt sur la fortune immobilière, etc. Ce qu'ils payent personnellement. Ça, c'est l'équivalent de 2% de leur revenu. 2%. Alors en plus de ça, on pourrait dire, oui, ils aiment bien nous le répéter. Peut-être qu'on paye très peu, mais les entreprises qu'on possède, elles payent des impôts.
Et c'est pas faux. LVMH, L'Oréal, etc. Ils payent de l'impôt sur les entreprises, sur les bénéfices. Donc maintenant, regardons combien est-ce que tout ça représente. Ces entreprises possédées par les milliardaires, elles payent à la puissance publique française l'équivalent de 11% du revenu des milliardaires. Les milliardaires mènent 2%, leurs entreprises 11%, on arrive à 13%. Le taux de prélèvement obligatoire acquitté par les milliardaires français à la puissance publique française, c'est 13% du revenu des milliardaires. Maintenant, en plus de ça, ces entreprises possédées par les milliardaires, pour l'ensemble, pour l'essentiel, c'est des multinationales. Elles sont très internationalisées, c'est-à-dire elles font aussi des bénéfices aux États-Unis, dans d'autres pays européens, en Chine, etc. Donc elles payent de l'impôt sur les sociétés dans ces pays-là aussi. Donc maintenant, si on vient ajouter ce qu'elles payent à l'étranger, ça rajoute 12 points. Et donc le taux de prélèvement obligatoire total des milliardaires, acquitté en France et dans le reste du monde, c'est 25%. Mais quelle que soit la façon dont on regarde les choses, c'est beaucoup moins que 51%. C'est de là que vient le chiffre de 25%, premièrement. Deuxièmement, question fondamentale, pourquoi si peu d'impôts personnels? Pourquoi ils ne payent que 2% de leurs revenus en impôts sur le revenu? Eh bien, tout simplement parce que les milliardaires ne sont pas encore entrés, et ça a été un vrai choc quand on s'en est rendu compte, ne sont pas encore entrés dans l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, c'est une grande création, un grand progrès démocratique, citoyen du début du XXe siècle, fin du XIXe siècle dans la plupart des pays. En France, il a été créé en 1914, à l'issue de luttes épiques sur lesquelles on reviendra peut-être. Mais il se trouve que plus d'un siècle après sa création, ce dont on se rend compte, c'est que les milliardaires ne le payent toujours pas. Toujours pas. Pourquoi? Parce que quand vous êtes immensément riche, en fait, c'est très simple d'organiser votre patrimoine, votre richesse, de façon à ce qu'elle génère peu de revenus taxables. Je vais vous donner un exemple particulièrement choquant. Il y a quelques années, il y avait eu des révélations du média américain qui s'appelle ProPublica sur les impôts des milliardaires américains. Et dans ces révélations, on voyait certaines années des gens comme Elon Musk, comme Jeff Bezos, payaient quasiment pas d'impôts sur le revenu. Il y a même une année, Jeff Bezos avait déclaré tellement peu de revenus qu'il avait dit « Ah, regardez comme je suis pauvre. Je vais demander les allocations familiales. » Et là, il avait reçu les allocations familiales. Et c'est absurde. Il n'y a rien d'illégal là-dedans. C'est la façon dont l'impôt sur le revenu fonctionne. Si vous vous débrouillez pour déclarer peu de revenus, vous êtes considéré comme étant pauvre du point de vue de l'impôt sur le revenu. En l'occurrence, Jeff Bezos, en tant que PDG d'Amazon, il choisissait de ne pas se verser de salaire. Et en tant qu'actionnaire qui contrôle Amazon, il ordonnait à Amazon de ne pas distribuer de dividendes. Donc il ne touchait pas de dividendes. Et puis il choisissait de ne pas vendre d'actions. Donc il ne réalisait pas de plus-value. Donc son revenu fiscal était véritablement très faible. Et son véritable revenu économique, et plus généralement sa véritable capacité contributive, est bien sûr gigantesque. C'était à l'époque, ça l'est toujours aujourd'hui, une des personnes les plus riches du monde. Et simplement, ce que cette anecdote révèle, c'est que quand vous êtes très riche, vous pouvez vous organiser pour prétendre ne pas avoir de revenus au sens du Code général des impôts, au sens du revenu fiscal. D'accord? Et ce que les études récentes ont démontré, c'est que finalement, le problème, ce n'est pas quelques cas particuliers, mais il est systématique. Il est systématique. Cette optimisation peut prendre des formes différentes dans différents pays, mais le résultat est toujours le même. Les milliardaires déclarent très peu de revenus. En France, cette optimisation passe principalement par le recours aux sociétés holding. Ça, il faut que tout le monde comprenne. C'est quoi les sociétés holding? C'est des sociétés qui font écran à l'impôt. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tout le monde comprenne bien. Quand vous êtes milliardaire, votre richesse, c'est-à-dire ce que vous possédez, la valeur de vos actifs, même de vos dettes, votre richesse, c'est pour l'essentiel des actions dans des entreprises. D'accord? Et donc votre revenu, c'est pour l'essentiel les bénéfices réalisés par ces entreprises, qui quand ils sont distribués, c'est des dividendes. Votre revenu, c'est pour l'essentiel des dividendes. Mais ce que font les plus grandes fortunes de France comme des autres pays européens,
c'est qu'au lieu de détenir directement leurs actions en leur nom propre, elles interposent une société holding qui, sur le papier, est la détentrice légale des actions et donc touche les revenus correspondants. Mais tout ça, c'est des purs jeux d'écriture. Il n'y a rien de réel là-dedans. D'accord ? La conséquence principale de tout ça, c'est que les dividendes qui sont versés par LVMH, par L'Oréal, etc., aux milliardaires qui sont actionnaires de ces entreprises, pour l'essentiel, ne sont pas fiscalisés. Pourquoi ? Parce qu'ils sont versés à des sociétés holding, non pas à des personnes physiques. S'ils étaient versés directement à des personnes physiques, ils seraient sujets à l'impôt sur le revenu. En France, depuis 2018, pour les dividendes, c'est la célèbre flat tax, prélèvement forfaitaire unique, au taux de 30%. Donc un actionnaire lambda qui touche les dividendes LVMH ou L'Oréal peut payer 30% d'impôt sur ces dividendes. Mais pour les gens, pour l'essentiel les ultra-riches, qui se sont arrangés pour que les dividendes atterrissent dans une société holding, qu'ils contrôlent entièrement, eh bien les dividendes ne sont pas fiscalisés. Pas de flat tax. Et pour l'essentiel, ne sont pas taxés. Ou presque. Ouais, il y a quand même quelque chose de problématique. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'impôt sur le revenu pour les uns, certains actionnaires, mais pour les milliardaires, en revanche, pas d'impôt sur le revenu? C'est ça qui explique l'échec de l'impôt sur le revenu en France à venir convenablement taxer les milliardaires. Et ce que les études ont démontré, c'est que ce problème, en fait, il est généralisé. Les milliardaires des Pays-Bas, par exemple, ou italiens, ou brésiliens, enfin, ils font un peu tous la même chose. Il y a une exception intéressante, et c'est en réalité le cas des États-Unis. Aux États-Unis, très intéressant, les États-Unis ont eu dans les années 30 à peu près les mêmes débats que ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire, en 1933, le New York Times a révélé qu'une des plus grandes fortunes de l'époque, JP Morgan, le créateur de la célèbre banque, n'avait pas payé d'impôt sur le revenu en 1931 et en 1932. Et alors là, ça a provoqué un scandale considérable. Comment est-ce que c'est possible? Et donc, enquête du Trésor, enquête, audition parlementaire du Sénat américain, ils ont voulu comprendre. Et ils se sont rendus compte que ce que faisait JP Morgan, c'est ce que font nos milliardaires à nous aujourd'hui, c'est-à-dire ce brave JP Morgan, il avait créé des holdings, et c'est des holdings qui encaissaient les dividendes, et tout ça n'était pas fiscalisé. Sauf qu'à l'époque, les Américains, c'était pendant le New Deal de Roosevelt, et ils ont dit on ne va pas laisser passer ça. Là, il s'agit d'un abus de droit. Ce n'est pas l'esprit de l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu a été créé en 1913 aux États-Unis, 1914 en France, donc à peu près au même moment. Et l'esprit de l'impôt sur le revenu, c'est on vient taxer les revenus. Le fait que sur un petit bout de papier, ça appartienne à une holding, ce revenu, normalement, ça ne va pas entrer en compte. Et donc, ils ont pris des mesures pour empêcher cette optimisation, cette évasion fiscale. Ils ont dit, maintenant, si vous utilisez une société holding, on va venir pénaliser ça très lourdement, avec des grosses surtaxes. À tel point que l'utilisation de sociétés holding, depuis 1937, aux États-Unis, la date de l'adoption de cette loi que je viens de résumer, a pour ainsi dire complètement disparu. Et en conséquence, les milliardaires américains, ça m'a surpris quand je m'en suis rendu compte, je ne m'y attendais pas, payent en fait un peu plus d'impôts. Pourtant, ils ne sont pas réputés, les États-Unis aujourd'hui, pour leur lourdeur fiscale et pour leur sévérité à l'égard de leurs milliardaires. Mais néanmoins, aujourd'hui, les milliardaires américains payent l'équivalent de 9% de leurs revenus en impôts personnels. Impôts sur le revenu. Contre 2%, je l'ai rappelé pour les milliardaires français, et en gros, entre 0 et 2% pour les milliardaires des différents pays européens, pour lesquels on a des données. Les États-Unis font un peu mieux. Et donc, on pourrait se dire, si on commence à réfléchir un petit peu aux solutions, on pourrait se dire, faisons comme les Américains. D'accord? Attaquons-nous aux sociétés holding. Pourquoi pas? D'ailleurs, moi-même, au début, c'est ce que je me disais. Je me disais, ça a l'air de se passer un peu aux États-Unis, donc instaurons une taxe sur les holdings à l'américaine. Sauf que, quand on réfléchit à un moment, on se rend bien compte quand même que 9%, ça reste très faible. Donc à l'évidence, les milliardaires américains ont trouvé d'autres façons d'échapper à l'impôt. J'ai pris l'exemple de Jeff Bezos, et on voit qu'ils ont d'autres façons comme ça d'échapper à l'impôt sur le revenu. Et c'est ça c'est en réfléchissant un peu à tout ça qu'à un moment, je me suis dit, quel est l'outil le plus efficace pour lutter contre cette évasion, pour s'assurer que les personnes les plus riches payent chaque année de l'impôt?
l'outil le plus efficace, c'est très simple, c'est le dispositif d'impôt minimum ou d'impôt plancher. Pourquoi? Parce que l'impôt minimum, il vient s'attaquer à toutes les formes d'optimisation possibles et imaginables, quelles qu'elles soient, que ce soit les holdings, les trusts, etc. Le principe, l'idée, consiste à dire, si vous êtes extrêmement riche, on peut débattre du seuil, j'ai proposé 100 millions d'euros pour des raisons sur lesquelles je vais revenir, mais si vous êtes extrêmement riche, vous devez payer un minimum incompressible chaque année. D'accord? C'est le principe de l'impôt minimum. C'est de poser le principe que l'extrême richesse doit s'accompagner de devoirs incompressibles vis-à-vis de la solidarité nationale. Ou pour le dire autrement, qu'il n'y a pas de droit pour les milliardaires à payer zéro. Ce droit n'existe pas. Si vous pensez que le droit des milliardaires à payer zéro n'existe pas, alors vous devez soutenir le principe d'un impôt minimum. C'est la définition. Donc ensuite, toute la question devient, ok, comment faire fonctionner ce taux minimum en pratique? Comment faire en sorte qu'il marche bien? Il y a un an à peu près, Michel Barnier a introduit dans son budget un impôt minimum sur les hauts revenus, mais exprimé en pourcent du revenu. 15% du revenu, impôt minimum de 15% du revenu. Personne n'en a entendu parler. Est-ce que vous avez entendu les milliardaires se plaindre? Non. Pas moi, pas vous. Pourquoi? Parce que ça ne fonctionne pas. Précisément, toute leur technique d'évasion fiscale, d'optimisation, consiste à se débrouiller pour déclarer très peu de revenus. Si vous faites un impôt minimum en pourcent du revenu, tout le monde comprend que ça ne va pas les affecter. Pour que l'impôt minimum fonctionne, il faut qu'il soit exprimé en pourcent de quelque chose qui est difficile à manipuler. Et donc pas le revenu, mais le patrimoine, la richesse. Jeff Bezos peut dire qu'il a peu de revenus ou pas, mais en tout cas, il ne peut pas prétendre qu'il n'a pas de patrimoine. Tout le monde sait que c'est un gros actionnaire d'Amazon, ça, il ne peut pas le cacher. D'où la proposition de taux minimum exprimé en pourcent du patrimoine, l'impôt plancher sur la fortune que je défends. Très simple. Et donc après, il y a différents paramètres. Voici les paramètres que j'ai proposés. J'insiste sur le fait que cette idée que j'ai mise dans le débat, c'est un point de départ, c'est quelque chose qu'il faut discuter, qui doit être débattu, qui peut être amélioré. Et voici les 3 paramètres que j'ai proposés. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai proposé ces 3 paramètres et pourquoi ils sont importants. Premièrement, c'est le taux de 2%. Donc là, il y a une petite gymnastique intellectuelle à faire autour de ce taux de 2%. Le taux de 2%, donc 1% du patrimoine, c'est le taux qui permettrait de s'assurer que les milliardaires, tout prélèvement obligatoire compris, paieraient autant d'impôts en proportion de leurs revenus, non plus en pourcent de patrimoine, en proportion de leurs revenus, que le français moyen. D'accord? Le français moyen paie 51% de son revenu en impôts, les milliardaires 25% du revenu en impôts, avec un taux plancher de 2% du patrimoine, ça ferait passer leur taux d'imposition en pourcent de leurs revenus à 50-55% environ. D'accord? Il y a une petite gymnastique entre revenus et patrimoine. Pour le dire différemment, le taux de 2%, il a été calculé pour s'assurer que les milliardaires ne puissent pas payer moins que les autres catégories sociales. C'est-à-dire pour précisément mettre en conformité nos lois fiscales avec ce principe d'égalité devant l'impôt pris dans son acception minimaliste. Il y a de très bonnes raisons de vouloir que les milliardaires payent plus que le français moyen. Moi, évidence, si j'étais à l'Assemblée nationale, je défendrais des propositions plus ambitieuses, un taux plus élevé que 2%, parce que je pense qu'il va y avoir de la progressivité fiscale. Il y a tout un débat à avoir sur le juste niveau de progressivité. Et il est parfaitement normal que tout le monde ait des opinions différentes à cet égard. Jusqu'à quel point on veut que les riches payent plus que les autres catégories sociales. C'est une question compliquée, donc parfaitement légitime qu'il y ait un débat. Un des débats les plus importants dans les sociétés démocratiques. Mais néanmoins, avec le taux plancher de 2%, c'est pas tellement la question. Le taux plancher de 2%, c'est s'assurer qu'ils ne payent pas moins. Et ça, tout le monde devrait être d'accord avec ça. Tout le monde doit être d'accord. Et de fait, quasiment tous les Françaises et les Français sont d'accord avec ça. Par exemple, l'enquête d'opinion, c'est 80% environ, selon les sondages, des personnes interrogées qui disent être en faveur. D'accord? Et c'est comme ça que le taux de 2% a été choisi, ce qui veut dire que si vous préférez un taux inférieur à 2%,
ça reviendrait à reconnaître que les milliardaires ont le droit de payer moins que les autres catégories sociales. Que finalement, il y a deux types de lois qui doivent s'appliquer. Il y a une loi pour les Françaises et les Français ordinaires, les différentes catégories sociales, et puis il y a une loi plus laxiste pour les milliardaires, qui ont le droit, comme ça, de payer moins que les autres. Ça semble difficilement acceptable. Mais voilà l'origine du taux de 2%. Premier paramètre. Deuxième paramètre, c'est le seuil d'entrée dans le dispositif. Donc l'impôt plancher que je propose, il commence à 100 millions d'euros de patrimoine. Concernerait donc à peu près 1800 foyers fiscaux qui ont plus de 100 millions d'euros. Pourquoi 100 millions? D'après les études disponibles, c'est le seuil de fortune à partir duquel l'impôt devient régressif. C'est à partir de là que l'impôt sur le revenu commence à s'évaporer. C'est à partir de là que le recours aux sociétés holding devient quasiment systématique. D'accord? Mais on pourrait dire, après tout, pourquoi pas commencer plus bas, 50 millions, pourquoi pas commencer un peu plus haut, si vous êtes très inquiet des effets que cet impôt pourrait avoir sur l'activité économique, sur les incitations à innover, à entreprendre, etc. Bon, à la rigueur, pourquoi pas, parlons-en, peut-être qu'il faut commencer un petit peu plus haut. Tous ces débats sont pertinents, mais il faut savoir qu'en tout cas, si on commence plus haut, on va laisser le droit à des personnes qui ont 100, 200 millions de payer moins que le français moyen, que les autres catégories sociales. Deuxième paramètre. Troisième paramètre, c'est quelle est l'assiette du taux minimum, c'est-à-dire comment est-ce qu'on définit la fortune, le patrimoine pour cet impôt plancher. Moi, j'ai proposé de tout inclure, tout le patrimoine, d'accord, c'est-à-dire tous les actifs financiers nets des dettes. Pourquoi est-ce que c'est très important de tout inclure? Parce que si vous commencez à créer des exonérations, des échappatoires, des niches fiscales, là, vous lancez la machine à optimisation. C'est-à-dire que les ménages très fortunés, ils sont bien conseillés par des avocats, fiscalistes, généreusement rémunérés, et il ne faut pas sous-estimer leur créativité pour exploiter les échappatoires qu'on introduit dans la législation. Donc parfois, des gens qui disent non, mais écoutez, il faudrait exonérer les propriétaires d'entreprises innovantes, ou alors un tel, ou alors, etc., etc. Le problème, c'est que si vous faites ça, on risque de lancer la machine d'optimisation et surtout, on perd le principe fondamental qui est le principe que l'extrême richesse doit s'accompagner de devoirs incompressibles vis-à-vis de la solidarité nationale. Et moi, c'est ce principe-là que je défends. Quel que soit vos mérites, quelle que soit l'origine de votre fortune, quel que soit son rendement, quelle que soit sa volatilité, si vous êtes immensément riche, vous devez contribuer chaque année un minimum. Et dès qu'on introduit des exonérations, on perd ce principe-là qui me semble absolument fondamental. Donc c'est les trois paramètres que j'ai proposés, et si on les mettait en application, on a pu estimer que du coup cet impôt plancher rapporterait de l'ordre de 20 milliards d'euros de recettes fiscales supplémentaires. 20 milliards d'euros, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup? 20 milliards d'euros, c'est à peu près 0,7 points de PIB. 0,7 points de PIB, dans l'équation budgétaire actuelle, c'est tout à fait significatif. Parce que la France, aujourd'hui, vous savez, a un déficit public qui est de 5,4 points de PIB. Très élevé. La situation des finances publiques est détériorée, gravement détériorée. Et je ne peux pas le minimiser. La France a un niveau de dette publique, 116% du PIB, qui est le niveau le plus élevé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et avant ça, depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Et avant ça, depuis la Révolution française de 1789. Dans les trois cas, ça s'est fini par une mise à contribution lourde, beaucoup plus que 2% du patrimoine des plus grandes fortunes. 5,4 points de PIB. Si on veut, c'est le déficit. Si on veut ne serait-ce que stabiliser notre ratio de dette sur PIB, il faut diviser par 2 le déficit public à moyen terme. C'est-à-dire, il faut trouver à peu près 2 à 2,5 points de PIB, soit de recettes fiscales supplémentaires, soit d'économies. Donc là, vous voyez, avec les seuls ultra riches, on peut trouver 0,7 points de PIB. Donc, c'est pas suffisant. Tout le monde le sait. Et je le répète tout le temps. Il ne suffit pas de mettre à contribution 1800 foyers fiscaux avec ce taux plancher de 2% pour résoudre tous nos problèmes de finances publiques. Mais vous voyez bien que 0,7 points de PIB par rapport
à 2,5 points de PIB, c'est tout à fait significatif. C'est tout à fait significatif. Et comment est-ce que ça se fait que cet impôt puisse rapporter autant sur si peu de gens? Parfois, il y a un côté un peu, oh là là, mais comment est-ce qu'on peut y croire? Finalement, 0,7 points de PIB sur 1800 foyers fiscaux, ce ne serait pas une fable. C'est pas une fable. C'est la conséquence de l'explosion considérable et dont on commence à peine à mesurer toutes les conséquences de la fortune des ultra-riches. Donc si vous prenez, par exemple, le classement du magazine Challenge, en l'absence de statistiques publiques officielles, on est obligé d'utiliser d'autres sources. Donc ça peut être ces classements réalisés par Challenge, Capital, Bloomberg, Forbes, etc., qui essaient d'utiliser des informations dans le domaine public pour estimer la richesse des milliardaires. En l'occurrence, Challenge le fait depuis 1996. Première année du classement des 500 plus grandes fortunes Challenge, en 1996, les 500 fortunes possèdent en patrimoine l'équivalent de 6% du PIB français. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si elles dépensaient toute leur richesse, en 1987, elles auraient pu acheter l'équivalent de 6% de tous les biens et les services produits une année donnée en France. Aujourd'hui, c'est 42%. Les 500 plus grandes fortunes françaises, leur richesse, c'est l'équivalent de 42% du PIB. Si elles dépensaient leur argent, elles pourraient acheter l'équivalent de la moitié de tous les biens et tous les services produits une année donnée en France. Tout ce qu'il y a à acheter, qui est produit par des travailleuses et travailleurs français. 42% du PIB. Ce qui a comme conséquence que l'assiette fiscale également a beaucoup augmenté. Donc quand les 500 plus grandes fortunes possèdent 6% du PIB en patrimoine, si vous taxez ces 6% à 2%, ça rapporte 6% fois 2%, environ 0,1 point de PIB de recette fiscale. Donc là, on est un peu dans l'épaisseur du trait. Donc il y a plein de gens qui sont restés un peu bloqués, si vous voulez, dans les années 90, même dans les années 2000, et qui se disent, bon, il y a vraiment d'argent significatif à récupérer auprès des milliardaires, parce qu'ils n'ont pas pris conscience de l'explosion qui a eu lieu, en fait, depuis 15 ans. Parce que cette augmentation de 6 à 42%, en fait, elle n'a commencé qu'il y a une quinzaine d'années, vers 2010-2011. En 2010, les 500 fortunes Challenge possédaient encore seulement entre guillemets, l'équivalent de 10% du PIB. Ça fait 6%, 96, 10% en 2010, une augmentation, et puis depuis 2010, explosion, à 42% du PIB. On a plein de gens qui ne se sont pas rendus compte de cette évolution. Pourtant, il y a eu des évolutions les plus frappantes, les plus importantes, et je pense les plus préoccupantes de l'économie française et même de l'économie mondiale depuis une quinzaine d'années. Parce que, avec l'explosion de cette fortune, c'est aussi le pouvoir des personnes en question qui a explosé. Parce que le patrimoine, la richesse, pour la plupart des gens, c'est une bonne chose. C'est posséder son logement, c'est de l'épargne pour ses vieux jours. Et on voudrait que plus de Français aient accès à la propriété. On voudrait que les classes populaires aient accès à la propriété. Elles en sont encore largement exclues. On voudrait encourager l'accumulation de patrimoine pour la plupart des Français. Mais pour les ultra-riches, la fortune, c'est pas de l'épargne de précaution pour ses vieux jours. C'est pas pour ça qu'ils accumulent des richesses. La richesse, pour eux, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir d'influencer l'idéologie dominante en rachetant des médias. C'est le pouvoir d'influencer les politiques publiques. C'est le pouvoir d'influencer les processus électoraux. C'est le pouvoir d'influencer le fonctionnement des marchés en rachetant des concurrents, par exemple, pour cimenter ces positions de monopole. Et donc, une richesse extrême, c'est toujours un pouvoir extrême. Et une concentration extrême des richesses, c'est toujours une concentration extrême des pouvoirs. Et c'est pour ça qu'on devrait tous s'en préoccuper. Et qu'en réalité, tous les démocrates se préoccupent de la concentration des richesses depuis l'avènement de la démocratie. Si vous lisez Aristote, déjà dans Aristote, tout ça. Mais on doit s'en préoccuper beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a encore 20 ans, 30 ans, 40 ans, compte tenu de l'explosion considérable de ces grandes fortunes. Explosion qui, je l'ai indiqué, a été un phénomène mondial, mais particulièrement puissant en France. Et c'est pas moi qui le dis, d'abord c'est les chiffres. Si vous regardez au niveau mondial, la richesse des milliardaires pour la planète dans son ensemble,
Elle a augmenté de l'équivalent de 3% du PIB mondial en 1987 à 14% du PIB mondial aujourd'hui. Mais en France, on est nettement au-delà de 14%, on est plus vers 40%. Et c'est même les partisans sincères du libéralisme économique qui commencent à s'en préoccuper. Si vous lisez par exemple le Financial Times, la Bible du libéralisme anglo-saxon, il y a encore 3 semaines, ils ont écrit noir sur blanc ce qu'on ne lit plus dans la presse économique française, qui est que la France, plus que tout autre pays d'Europe occidentale, se caractérise par l'emprise des milliardaires sur la vie économique de la nation, et aussi, et surtout, sur la vie politique de la nation, et en particulier sur le débat d'idées, qui constitue le cœur de la vie démocratique d'un pays. Et je crois qu'on a eu la démonstration assez éloquente en septembre, en octobre, quand les débats sur l'impôt plancher sont montés en vigueur et qu'on a vu certains milliardaires d'abord personnellement s'exposer pour critiquer, pour calomnier. Et surtout, on a vu les médias qu'ils possèdent. Ils possèdent 80% de la presse privée en France. Se mettre au service de la défense du statu quo en essayant de venir, attiser des peurs, créer de la confusion dans une proposition qui est simplissime et qui n'est qu'une mise en conformité de nos lois avec nos principes d'égalité fondamentaux. Évidemment, on peut comprendre pourquoi ils se mobilisent. Et d'une certaine façon, c'est bon signe. Je pense que c'est bon signe parce que c'est surtout le reflet du fait que cet impôt plancher, effectivement, ça ferait une petite différence pour eux. Pas énorme, parce que leur richesse, elle a augmenté de 10% par an en moyenne depuis 30 ans, depuis le début du classement Challenge. Et donc, avec un impôt de 2%, au lieu d'augmenter de 10%, si les tendances passées se poursuivent, la richesse augmenterait de 8% par an. Quand le patrimoine du Français moyen il augmente de 4% par an. Vous voyez bien que, même avec 2%, les inégalités de patrimoine, en fait, continueraient à se creuser. La richesse des milliardaires continuera à exploser, tout simplement un petit peu moins qu'elle explose en ce moment. Et bref, ça fait quand même une différence, peut-être pas une différence quantitative fondamentale, je pense que c'est les limites de cet impôt plancher, mais une différence qualitative. Car ce serait posé le principe que l'autorité publique doit s'appliquer à tous, et en particulier aux milliardaires, qui aujourd'hui peuvent accumuler des richesses sans aucune forme de contrôle de la puissance publique. Le Français ordinaire, avant de pouvoir épargner, c'est-à-dire avant de pouvoir ajouter quoi que ce soit à son patrimoine, doit payer des impôts sur son revenu. Donc c'est autant d'argent en moins que vous pouvez ajouter à votre patrimoine. Et pour les milliardaires, non, tous leurs revenus, tous les milliards de dividendes encaissés, de LVMH, de L'Oréal, etc., tout cela peuvent être épargnés via leur holding en totale franchise d'impôts. C'est-à-dire la puissance publique ne vient poser aucune contrainte à l'accumulation patrimoniale des plus grandes fortunes. Évidemment, ce traitement différencié a un effet boule de neige. Si les gens déjà immensément riches peuvent accumuler et épargner davantage sans avoir d'impôts à payer, mécaniquement, sans surprise, ils vont pouvoir accumuler beaucoup plus vite que les autres Français qui, eux, doivent déjà payer des impôts. Et donc, avec l'impôt plancher, c'est dire que finalement, non, les milliardaires ne peuvent pas sortir de la société. Ils doivent être soumis à l'autorité publique, comme les autres, au même titre que les autres catégories sociales. Et il y a beaucoup de gens qui aimeraient croire ou faire croire que, en fait, c'est impossible, que voilà, les milliardaires, les ultra-riches, ils sont inatteignables, qu'il y a une loi pour eux, laxiste, minimaliste, non existante parfois, et puis il y a une loi pour les autres, et que finalement on n'y peut rien, c'est une fatalité. Et cette vision est profondément erronée. Et le sens de ma démarche dans ce livre, dans ces conférences, c'est d'expliquer pourquoi les milliardaires peuvent être inclus, comme les autres catégories sociales, dans la solidarité nationale. Ils ne sont pas inatteignables. Les objections qu'on peut imaginer à l'impôt plancher, elles ont des solutions, elles ont des réponses. Je vais juste mentionner la principale, et puis il y en aura d'autres au cours des questions. L'objection qui revient tout le temps, qu'il faut prendre au sérieux, qui est au fondement de ce fatalisme, de ce défaitisme qu'on entend tout le temps, c'est la question de l'exil fiscal. C'est-à-dire, c'est l'idée que
Les très grandes fortunes, vous essayez de les taxer, vous n'allez pas y arriver. Non seulement vous n'allez pas y arriver, mais en plus vous allez tirer une balle dans le pied parce qu'elles vont partir s'installer, qui à Milan, qui en Suisse, etc. etc. Et c'est complètement faux. C'est parfaitement faux. Cette vision, cette pseudo-fatalité n'existe pas. L'exil fiscal, c'est un choix politique. On peut choisir de le tolérer ou on peut choisir de le combattre. Aujourd'hui, on choisit de le tolérer. C'est-à-dire, si vous êtes très riche en France et que vous partez vous exiler en Suisse, 1er janvier de l'année prochaine, vous n'avez plus d'impôts à payer en France. C'est le choix qu'on fait aujourd'hui. D'autres pays, comme les États-Unis, font d'autres choix. Les États-Unis disent, si vous avez la citoyenneté américaine, alors vous devez continuer à payer des impôts aux États-Unis où que vous viviez jusqu'au restant de vos jours. Et il y a toute une gamme de politiques, de choix intermédiaires entre le cas américain et le cas français. Ce que j'ai proposé, dans le contexte de ce débat sur l'impôt plancher, c'est de dire que l'impôt plancher devrait continuer à s'appliquer après un éventuel départ pendant au moins quelques années, 5 ans, 10 ans, 15 ans, on peut discuter. On n'a pas besoin d'aller aussi loin que les États-Unis et dire que ça va s'appliquer jusqu'au restant de nos jours. On pourrait envisager des formules un peu plus compliquées que je détaille dans le livre. Par exemple, quelqu'un qui aurait vécu 50 ans en France, qui serait devenu milliardaire en France, première année après son départ, cette personne devrait payer une fraction 50 sur 51e, c'est-à-dire à peu près 98% de l'impôt plancher dû en France, comme c'était toujours en France. Et puis en année 2, une fraction 50 sur 52e. Et donc vos obligations fiscales avec la France vis-à-vis de la France resteraient très fortes juste après votre départ, et puis après s'amoindrirait un petit peu progressivement à mesure que vos liens avec la France existent. Mais en tout cas, que l'impôt dû à la France tombe immédiatement à 0 après votre départ, ça c'est inacceptable. C'est inacceptable parce que la création de richesse, elle est toujours, au moins en partie, et dans nos sociétés modernes, en grande partie, une création collective. Vous avez bénéficié, les grandes fortunes ont bénéficié de l'éducation qu'elles ont reçue, les entreprises qu'elles possèdent ont bénéficié des services publics, des infrastructures, des tribunaux, etc., etc. Et donc il n'y a aucun droit naturel à venir s'exiler une fois fortune faite et à n'avoir plus aucun impôt à payer en France. Mais surtout, le plus important, au-delà des principes, je pense que tout le monde est absolument d'accord, ce que beaucoup de gens refusent encore de comprendre, c'est que ce choix, il nous appartient. On n'a pas besoin d'un accord international, on n'a pas besoin de demander à qui que ce soit l'autorisation pour dire non, pour dire à partir de maintenant, nos milliardaires qui choisiraient de se délocaliser à l'étranger, c'est leur liberté, libre circulation des personnes, allez où vous voulez, mais ça va être neutre fiscalement. Vous paierez autant que vous soyez à Paris, ou à Bruxelles, ou à Milan, ou à Zurich. Si vous payez très peu dans votre nouveau pays de résidence, la France va venir prélever la différence pour vous faire atteindre à nouveau le plancher de 2%. Ce choix nous appartient. Il nous appartient. L'exil fiscal, ce n'est pas une loi de nature. La concurrence fiscale n'est pas une loi de nature. L'évasion fiscale n'est pas une loi de nature. Tout ça, ce sont des choix de politique publique. Alors, bien sûr, et je vais m'arrêter là, bien sûr, si on crée un impôt plancher sans échappatoire, sans niche fiscale, bien armé pour lutter contre la fraude, en utilisant en particulier les progrès qui ont été réalisés récemment en matière d'échange d'informations bancaires entre pays. Et puis avec un bouclier anti-exil pour aller taxer d'éventuels exilés fiscaux, bien sûr, ça toucherait les milliardaires, ce serait une petite innovation dans l'organisation de la solidarité nationale. Et on a vu la virulence avec laquelle ils s'y opposent. Mais moi je suis persuadé, et même si on peut être inquiet, on doit être inquiet du pouvoir des forces oligarchiques, en particulier malheureusement dans notre pays, il ne faut pas sous-estimer non plus le pouvoir des forces démocratiques, qui est encore plus puissant, et j'en suis persuadé, finira par l'emporter. Le précédent historique le plus célèbre, c'est la création de l'impôt sur le revenu, au début du XXe siècle, qui était un projet de ministre radical. Donc, si vous voulez, le parti radical du XXe siècle, c'est l'équivalent de Renaissance aujourd'hui, un parti de centre-droit. Joseph Caillaux, il voulait créer un impôt sur le revenu, un taux
de 4% sur les plus hauts revenus, adopté par la Chambre des députés en 1909, bloqué par le Sénat pendant 5 ans jusqu'en 1914, finalement adopté par le Sénat. Et ce tout petit impôt de centre-droit a provoqué des réactions considérables de la part des grandes fortunes de l'époque, des débats d'une violence absolument inouïe. Et ce dont il s'agit en fait foncièrement avec l'impôt plancher de 2%, c'est simplement de venir parachever l'impôt sur le revenu, qui un siècle après sa création reste une création inachevée, d'y faire entrer les milliardaires. L'impôt sur le revenu, les grandes fortunes d'il y a plus d'un siècle prédisaient toutes sortes de catastrophes si jamais il était adopté, soi-disant la France allait être affaiblie dans la concurrence fiscale, dans la concurrence internationale, vis-à-vis de ses rivaux anglais, allemands, etc., que ça allait décourager l'esprit d'innovation, d'entrepreneuriat. Sauf que ces craintes ont mal vieilli. Tout le monde reconnaît aujourd'hui que l'impôt sur le revenu, pour l'essentiel, est un succès. Là, cet échec, cette anomalie que j'ai rappelée, mais à part ça, c'est un grand succès. Il a été au cœur du financement de notre État social et des gains de productivité permis par ce dernier. Et de la même façon que l'impôt sur le revenu a fini par l'emporter, je suis persuadé que l'impôt plancher sur les grandes fortunes finira par voir le jour. Est-ce que c'est une question de semaines, de mois, d'années? C'est difficile à dire. Ce sera un combat qui, bien sûr, sera difficile, comme l'a été celui de la création de l'impôt sur le revenu, mais c'est un combat qui mérite d'être mené. Merci.